Et hello les légendes, second hors-série dédié à la prépa physique et pour améliorer votre endurance, on reçoit Fred du podcast Dans la tête d'un coureur. Dans cette première partie, on va tout faire pour vous donner envie de remettre le pied à l'étrier suite à ce troisième confinement, pour revenir sur les cours affûtés comme jamais. Enfin, on va au moins essayer de pas se blesser. Notre invité est expert en athlée et ensemble on va voir comment injecter du foncier dans votre saison. Donc vous faire une caisse pour tenir au troisième set sur le court et éventuellement enchaîner les matchs puis les tournois. Vous l'entendrez, Fred détaillera 2 blocs de 3 semaines en vous donnant une prépa détaillée à suivre pour vous y remettre gentiment mais sûrement dans le but de vous sentir bien, tout simplement, sur un court de tennis. Et pour ce faire, il nous livre également son hack mental pour s'y remettre plus facilement. Sachez que j'ai anticipé pour les meilleurs d'entre vous qui veulent aller droit au but en synthétisant le plan d'entraînement de notre expert en athlée en un PDF gratuit pour vous faire ou refaire une caisse. C'est en téléchargement libre et c'est le premier lien en description. Vous pouvez également découvrir le podcast Dans la tête d'un coureur qui est une référence dans le monde de la course à pied. Place à la première partie de ce second hors-série dédié à la prépa physique. Vous allez être des avions sur le cours les légendes. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Fred, tu es dans l'aventure Dans la tête d'un coureur, qui est le premier podcast francophone dédié à la course à pied et à la préparation mentale. Vous avez dépassé les 2 millions d'écoutes en 2 ans, ce qui est plutôt solide les gars. Vous abordez des sujets tels que la nutrition, la vitesse, la VMA, l'optimisation de la foulée et bien d'autres conseils autour de la course à pied, en recevant des invités au parcours atypique. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la prépa physique du joueur de tennis grâce à tes connaissances et à ton expérience, Fred. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment vous avez créé le podcast et voilà, comment tu es arrivé là? Alors, très concrètement, je vais faire dans l'ordre. Je vais te dire qui je suis. Frédéric Belouz. Alors moi, je suis entraîneur du groupe élite de demi-fond au Stade Français Athlétisme. Alors pour ceux, les amis tennisman, tenniswoman qui seraient pas rompus au langage athlétisme, le demi-fond et le fond, on va traduire ça par endurance, hein, si vous préférez, mais voilà, c'est globalement, moi j'ai essentiellement des athlètes qui sont sur 10 000 et après sur la route, sur semi-marathon et marathon. Après, j'ai un peu les deux extrêmes puisque j'ai des athlètes, enfin un athlète qui fait du 100 km et du 24 heures. Oui, ça existe 24 heures en courant sans dormir. Et parallèlement, 2 athlètes sur 800 et 1500. Donc voilà, moi j'ai évidemment tous mes diplômes fédéraux en la matière, puis j'ai aussi mon BE, mon brevet d'État en athlée. Et parallèlement, il y a quelques années de ça, je me suis beaucoup intéressé à l'apport de la musculation pour le coureur à pied, pour la coureuse à pied. Et du coup, j'ai fait un DU de préparateur physique. Donc voilà, après, sur le podcast lui-même, en fait, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est avec Guillaume Santracchio. C'était un athlète que j'entraînais. Son idée, c'est le média du futur. Surtout, ça se prête bien à la course à pied parce que les gens écoutent souvent des choses, que ce soit de la musique ou autre chose, quand ils courent. Alors, pas forcément quand ils font des séances spécifiques de travail, vraiment du fractionné un peu dur, mais un footing classique, les gens écoutent, donc c'est dit, ou dans les régions, comme nous on est en région parisienne, mais c'est valable pour toutes les grandes métropoles, tu passes un certain nombre d'heures dans les transports, que ce soit en voiture ou transport en commun, bah, ça fait des temps qu'on essaye de plus en plus d'exploiter de manière intelligente. On a tout un tas de sujets qui sont vraiment particuliers, thématiques, que ce soit vraiment technique de course à pied ou plus en relation avec la préparation mentale. Nos podcasts à nous durent entre 45 minutes et 1 heure. All right. Allez hop, terminé, bonsoir. Merci Fred, à la prochaine. C'est marrant parce qu'on a énormément d'auditeurs qui écoutent les podcasts Tennis Légende en faisant des footings. Donc en effet, ils s'y retrouveront dans ce que tu dis. Le métier de prépa physique pouvait être très spécifique. Est-ce que toi, du coup, tu as déjà bossé avec des joueurs et des joueuses de tennis? J'ai bossé avec 2 joueurs de squash. Alors je ne veux pas dire que ça se rapproche parce que les gens qui font du squash d'un côté et ceux qui font du tennis de l'autre me diront que c'est totalement différent. L'essentiel de l'application de ma préparation physique est dans le domaine de la course, de l'athlétisme, du running. Mais ça n'empêche pas d'intervenir à l'extérieur. Souvent, en plus, très honnêtement, quand on regarde un peu les préparateurs physiques qui officient à droite à gauche, notamment dans les structures professionnelles, on a énormément de gens qui sont issus de l'athlétisme. Je dirais qu'on a un avantage, parce que voilà, il faut bien se vendre aussi, hein, mais on a un avantage, c'est que déjà à la base, l'athlétisme, c'est un peu le carrefour des habiletés motrices.
en fait. Courir, sauter, lancer, quel que soit le sport que tu vas faire, tu vas mobiliser ces habiletés, les problématiques de coordination que ça peut entraîner. Donc, on a déjà une certaine approche finalement du corps humain sur cette question-là. Après, c'est comme tout. Si moi je m'intéresse, par exemple, je reprends l'exemple du squash lorsque j'ai été sollicité. Il faut que tu bosses avant, il faut que tu bosses, que tu essayes bien de comprendre les spécificités de ce sport-là, comment il fonctionne, pour ensuite appliquer les principes. Moi, je pense que le risque d'être trop spécialiste quand tu es préparateur physique, c'est du coup de ne pas pouvoir t'ouvrir à ce qui se fait notamment dans d'autres domaines et que tu peux importer dans ta pratique spécifique. Tu nous as préparé un petit plan qui est le suivant, la prépa physique du tennisman. Qu'est-ce que c'est concrètement? La place du foncier dans cette prépa, comment travailler le foncier suivant les profils et la planification de la prépa physique et du travail foncier, sans avoir forcément travaillé avec des joueurs et des joueuses. Est-ce que ça veut dire que tu as fait des recherches, que tu t'es documenté? Comment tu vas pouvoir nous justifier tes connaissances? Je te prendrai seulement un exemple. Il y a un truc qui est vachement important dans la prépa physique, de manière générale, c'est tout ce qui est le développement de ta VO2 max, Ok. de tes capacités aérobie. Tu peux nous repréciser ce qu'est la VO2 max et l'aérobie? C'est ton volume d'échange gazeux, la VO2 max. Alors, c'est mesuré via des tests d'effort, mais en gros, ça donne tes capacités aérobie et concrètement, capacité aérobie, c'est-à-dire tes capacités d'activité physique qui ont besoin d'un apport d'oxygène. Parce qu'en fait, très rapidement, il y a trois filières énergétiques pour le fonctionnement d'un muscle. La filière aérobie, anaérobie lactique et anaérobie alactique. Donc, quand il y a anaérobie, c'est-à-dire sans apport d'oxygène, en tout cas, bon, c'est un peu plus subtil que ça, et les capacités aérobie, ce sont celles qui vont être fortement consommatrices d'oxygène. Donc, plus tu es en capacité d'avoir une haute VO2, donc un grand apport d'oxygène dans ton organisme, plus tes capacités, on va résumer globalement, d'endurance vont être élevées. De mon humble connaissance, c'est travailler à un pourcentage élevé de tes capacités pour derrière augmenter ta résistance, quoi. C'est par exemple travailler à 80% d'intensité pour être capable de reproduire cet effort sur la durée. C'est un peu ça, non? Alors ça c'est l'idée du travail fractionné. Et pour augmenter tes capacités aérobie et Ouais, anaérobie, parce que du coup tu travailles toujours les deux en même temps, tu vas même travailler de manière plus élevée. Tu vas plutôt travailler à 100%. Très d'accord. concrètement, tu vas Ah oui. plutôt travailler à 100%. Et après, pour tout ce qui est travail de la caisse, comme on dit en athlète, mais de ton endurance et de tes capacités aérobie, oui, tu auras vraiment les footings vraiment tranquilles qu'il faut pas négliger, qui sont vraiment les footings qu'on appelle endurance fondamentale dans le monde de la course, qui se font autour de 60% de tes capacités de VO2. Et après, tu as tout un travail autour de 80-85% qui, lui, va te permettre concrètement d'augmenter ton endurance. Et là, juste ça, c'est que l'endurance qu'il faut comprendre lorsqu'on parle d'être endurance, c'est d'être maintenir un effort le plus longtemps possible avec l'intensité la plus élevée possible. C'est ça être endurant. C'est pas longtemps et doucement, mais c'est longtemps et le plus élevé possible. Un rapide break pour vous rappeler que j'ai synthétisé le plan d'entraînement recommandé par Fred en un PDF gratuit, qui est le premier lien juste en dessous en description. Alright. Bon alors commençons d'emblée, Fred. Qu'est-ce que la prépa physique du tennisman selon toi? Concrètement, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, il faut bien revenir aux spécificités du tennisman. Et je dirais pas qu'il y a une préparation physique spécifique. Il y en a autant qu'il y a de joueurs. Quel type de jeu ils ont? C'est globalement la majorité maintenant, vu l'évolution du tennis moderne. Si tu es un joueur de fond de cours, tu vas être essentiellement sur des déplacements latéraux. Mais si tu es un joueur un peu punchy qui monte souvent au filet, tu as une autre dimension qui rentre en ligne de compte, c'est que au-delà des déplacements latéraux qui font intervenir tout un ensemble de structures musculaires, tu as aussi les déplacements d'avant en arrière. Et aussi, quel est ton type de jeu? Est-ce que tu es un cogneur? Est-ce que tu es vraiment un cogneur on va dire à la Nadal, vraiment quelqu'un de fond de cours et qui cogne comme un bœuf? Ou est-ce que tu vas avoir un style de jeu plus léché, plus subtil, avec plus de livres, plus d'amorti? Ça va jouer. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce que je disais, la préparation physique, c'est quelque chose d'assez global. Alors, t'as le côté musculation, évidemment, renforcement musculaire pur et dur, et tu as le côté
travaillent des capacités anaérobies qui peuvent être liées à la course et qui du coup, suivant ton style de jeu, vont être plutôt différents. Mais globalement, un tennisman, une tenniswoman n'a pas forcément un grand intérêt à s'entraîner à courir comme le ferait un athlète, Ouais. suivant les différentes périodes d'entraînement, parce que il n'est jamais dans un effort continu. C'est-à-dire qu'il se lance pas pour un 10 km, même s'il fait 10 km au cours de son match, c'est pas comme un 10 km de manière continue. Ça va être des arrêts, des relances, des arrêts, des relances, des blocages. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment analyser. La pratique du tennisman lorsqu'il court sur son cours, justement, n'a rien à voir avec celle d'un coureur ou d'une coureuse. Alors, juste pour faire écho à ce que tu viens de dire, on a tourné beaucoup de contenu avec un statisticien qui nous donnait 7 styles de jeu de son point de vue stats. Donc, tu as le serveur, donc le joueur qui base tout autour de son service, le serveur volleyeur, service volley, le puncher, le joueur en cadence, le contreur, le remiseur, et après, tu as des combos des deux. Mais grosso modo, voilà les styles de jeu. Maintenant, nous, nos auditeurs, on a compris que dans les grandes lignes, c'était un joueur de club. Évidemment, on a très peu de pros, même si on en a qui nous écoutent. On aimerait qu'il y en ait peut-être plus, mais l'auditeur, dans ces grandes lignes, a entre 30 et 40 ans. C'est un joueur de club qui a peut-être encore un peu de marge dans son jeu, qui sent que voilà, il a 30% d'évolution à aller chercher. Et d'un point de vue style de jeu, bah, on va être sur du puncher, du contreur, du joueur en cadence. Tu vois, globalement, il y a très peu de services volés. Il y a très peu de joueurs qui ont uniquement un service dans les joueurs de club. Voilà, on est sur du joueur un peu global. Donc, si tu peux adapter tes recommandations dans ce sens-là, c'est génial. Et du coup, ouais, on peut enchaîner. Tu as commencé à nous parler du foncier. Selon toi, quelle est la place du foncier dans la prépa spécifique aux joueurs et à la joueuse de tennis? La place du foncier, elle sera primordiale, du coup, en préparation foncière, hein, il y a de la redondance, mais plutôt en préparation pré-compétition. C'est-à-dire qu'en fait, la préparation physique, c'est comme l'entraînement, ça doit être planifié. En fait, si tu fais toujours le même type de prépa physique, que ce soit en course ou en musculation, tout au long de l'année, ou même la récupération rentre aussi dans ce schéma-là. Si tu fais toujours la même chose, en fait, il n'y a aucune variabilité et il n'y a finalement aucun intérêt. Si tu veux, avant que la saison elle commence vraiment et que tu rentres on va dire dans le dur des entraînements techniques, tactiques, tu vas avoir cette période foncière où là, pour le coup, le côté course notamment prendra une importance, on va dire, plus considérable. Tu vois, elle sera, enfin voilà, si tu reprends, déjà, il faut remettre ton organisme en ordre de marche avant d'aller le secouer un peu dur sur le cours. Il faudra, entre guillemets, moi, c'est souvent l'expression que j'emploie, lui donner les armes de pouvoir faire face à cela, à la fois cardiaquement et musculairement. C'est pour ça que là, on a quand même, il faut avoir un bon combo entre ce que je fais au niveau cardiovasculaire, donc tout ce qui va le relever de la course à pied, tout le travail foncier à base de footing, mais aussi de travail fractionné. Alors ça peut être sur piste ou en nature. Hein. Nous, lorsqu'on travaille en nature, on parle de fartlek dans le monde de la course à pied. C'est-à-dire qu'en fait, tu te fais des temps, au lieu de te dire, par exemple, sur une piste, je vais faire 10 fois 200 avec 30 secondes de récup à telle intensité. Tu te dis, par exemple, je fais 10 fois 45 secondes à telle intensité avec tant de récup. C'est tout aussi intéressant. Je dirais encore plus pour des gens dont c'est pas la spécialité, pas forcément aller sur une piste, je vois pas forcément obligatoirement l'intérêt, très honnêtement. C'est vrai que c'est plus fun en forêt, en montagne, sur du chemin de trail. Et juste pour te situer, c'est vrai que les pros ont une période foncière vraiment dédiée dans la mesure où le circuit se termine, on va dire début décembre et reprend début janvier, fin décembre. Donc là, ils vont avoir une période foncière. Les joueurs amateurs, si tu veux, le foncier, on va le parsemer un peu partout dans la saison parce qu'on ne va pas avoir 2 mois dédiés. Et clairement, quand on va avoir un trou de 15 jours, 3 semaines, un mois entre plusieurs tournois, on va pouvoir réinjecter du foncier, tu vois. Comment Bah, c'est- toi, sur une saison de, on va dire, allez, 9 mois de tournoi, tu l'injecterais et quelle place tu lui donnerais, quelle importance tu lui donnerais pour vraiment spécifique tennis, quoi. alors comme tu le disais, hein, l'important c'est déjà bien d'avoir son calendrier pour faire sa planification. C'est Ouais, pas parce que tu as fait ton foncier qu'une fois que tu l'as fait, c'est fini, tu t'en débarrasses, parce que tu as toujours des moments de rappel. Tu as des moments de rappel qui, comme tu le disais, correspondent
au moment où tu as plus de temps parce qu'il n'y a pas de compétition, il y a un petit creux et du coup, tu es obligé de revenir un peu aux bases parce que si après tu passes un an sans faire de foncier, tu risques de tout perdre. Les joueurs, les joueuses de club s'entraînent combien de fois par semaine, en gros? Une, une, à, Si, une à 2 fois et 3 à 4 fois pour les plus mordus, mais ça reste à la marge. moi, je te dirais qu'en période vraiment de travail, à la fois de remise à niveau, d'accroissement de ses capacités aérobie et anaérobie, un minimum de 3 entraînements vraiment sur cette question-là par semaine est nécessaire. Parce que tu devras avoir au moins, alors quand je te dis, c'est par exemple 3, c'est je vais faire mon footing de 45 minutes, ça, je le compte parmi les 3, tu vois. C'est pas 3 forcément en haute intensité, tu vois, mais parce qu'à un moment, sur vraiment la période foncière, Le après, quand tu joueur, es le joueur de club qui va écouter, excuse-moi, je te coupe, mais qui va se dire, je dois me faire 3 sessions de physique dans la semaine, il va couper direct. Il va se dire, non mais moi les ouais, gars, mais c'est pas du tout pour moi, mais vous m'avez pris pour un fou. Et je sais que on a envie, tu vois. Enfin, moi, le premier, quand j'ai préparé les semis ou marathon de Paris, boum, je me suis mis une vraie discipline. Mais le joueur de tennis, faut pas l'oublier, est un feignant. tant que ça, Ah, mais je dirais à 80%, le joueur de tennis, il va plus se boire une bière blanche après son match que se dire, je vais me mettre sur un vélo pour faire de la récup active, hein. Franchement. Bon, après, ouais, je parle du joueur de club, hein. Chacun ses ambitions, ses ouais. envies, ses machins. Mais c'est vrai que d'emblée, se dire 3 entraînements, sur le papier, c'est merveilleux, hein. Mais dans la réalité, putain, j'ai du mal à y croire, tu vois. En tout état de cause, il faut que tu puisses y accorder en période foncière, hein, vraiment en période foncière, une séance, mais une vraie bonne séance par semaine, Ouais, qui sera aux alentours d'1 heure et demie, tu vois, parce que le temps de travailler, de toute façon, tu feras ton échauffement pour ta séance aérobie ou anaérobie, tout dépend. Tu feras ton échauffement qui te servira un peu à constituer la base endurance et après tu auras le travail en intensité via le fractionné. Et l'idéal, c'est quand même de commencer en ayant un premier bloc de 3 semaines où tu travailles à intensité moyenne. Ce que j'appelle l'intensité moyenne, c'est 80-85%. Le temps de bien muscler le corps, de bien mettre en état de marche ton organisme. tu ferais quoi pendant ces 3 semaines? Je pars pour 20 minutes d'échauffement, tu Ok. vois, tranquillement. Mais vraiment, quand je vous dis échauffement, c'est que vous devez avoir l'impression de presque de piétiner, quoi. Presque dans votre tête, vous devez vous dire, si je marchais, j'irais aussi vite. Et Ok, alors ça va pas être très vendeur, mais presque vous devez trouver ça pénible. Tu vois, c'est d'accord. parce que on est sûr qu'on est, parce que un des énormes défauts, c'est que les gens, coureurs ou non coureurs, hein, même tu as énormément de coureurs qui sont comme ça, courent souvent trop vite. Leur simple endurance, ils vont vraiment trop vite. Euh, la base, hein, le repère, c'est ce qu'on appelle l'aisance respiratoire. C'est-à-dire que tu dois pouvoir discuter comme je discute avec toi. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est que tu n'es pas du tout en endurance. Là, il faut que le deal il est assez clair. Une fois que tu as fait ces 20 petites minutes, tu te fais soit quelques éducatifs C'est-à-dire. et après, tu sais, tout ce qui est talons-fesses, montée de genoux, jambes tendues, tu vois, mais tu en fais pas en 5 minutes, hein, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses, juste pour parfaire l'échauffement, en fait. Parce que l'idée des éducatifs, c'est juste de finaliser l'échauffement musculaire, parce que certaines fibres musculaires, même lorsque tu vas courir 1 heure, seront très peu échauffées, et c'est notamment le cas des ischio-jambiers, vous savez, ces gros muscles derrière les cuisses, et c'est pour ça que beaucoup de gens se musclent aux ischios, parce qu'ils croient s'être échauffés, et finalement, ils sont pas si bien échauffés que ça. Donc, il faut vraiment y apporter une attention particulière. Et ça n'a pas la peine d'y passer une demi-heure non plus, hein, 5 minutes, ça va. Après, 2, 3 lignes droites en accélération progressive pour commencer à monter dans les tours. Et après, tu peux, sur une première période de 3 semaines, fractionner sur des intensités moyennes. C'est-à-dire, tu es toujours dans une forme d'aisance respiratoire, c'est-à-dire que tu peux parler, mais de manière un peu saccadée, tu vois, comme ça. Tu vois, et tu te fais du fractionné. Alors, chaque semaine, ça doit augmenter. Donc, tu peux commencer la première semaine en disant, je fais 3 fois 6 minutes à cette allure-là, et entre chaque bloc, je récupère 2 minutes en trottinant ou en marchant. Là, c'est un peu au choix. Et C'est tu fais juste quoi, que tu 30 m'as dit, secondes, 30 secondes d'accélération, 30 secondes décélération ou... non, là, on est vraiment sur la première période. On est sur du travail plus long, intensité moyenne. Donc, on va plutôt être sur du travail 6 minutes la première semaine. Tu fractionnes, genre 3 fois 6 minutes, Ouais. 3 fois 8 minutes, 3 fois 10 la dernière semaine. Tu Ah, vois, donc c'est c'est une un évolution sur la bloc, semaine.
un bloc de 8 6 minutes minutes. où t'envoies Voilà. un peu À plus. allure régulière, assez soutenue. Tu vois, c'est ce que je te dis. T'as une respiration saccadée. Tu Ouais. peux presque parler, mais de manière saccadée, tu vois. Et une Semaine fois que tu 2, as semaine 2, 8 minutes, semaine 3, 10 minutes, quoi. exactement. Et Ok. 3 fois à chaque fois, voilà, tu augmentes un peu à chaque fois, tu vois, de manière après. Si tu es quelqu'un qui a déjà des prédispositions, tu veux commencer à 8 minutes, bah pareil, tu augmentes toujours un peu. L'idée, c'est de chaque semaine d'avoir une augmentation progressive. Et une fois que tu as fait ce premier bloc de 3 semaines, tu passes sur un deuxième bloc de 3 semaines où là, on va faire le travail que tu évoquais, ce qu'on appelle de VMA, de vitesse maximale aérobie, où tu vas être sur de la très haute intensité et tu vas être du coup sur des temps d'effort très courts. Donc, l'exercice type, c'est le 30-30. Tu l'as évoqué, 30 secondes allure soutenue, 30 secondes de récup. L'erreur que font les gens souvent, c'est que les premières 30 secondes, en plus, c'est un peu facile, ils partent vraiment pleine balle. Et l'idée, et c'est pour ça que l'idée, c'est de le faire sur un parcours où tu as quelques repères, parce que je vais prendre un exemple, si tu as quelqu'un qui parcourt 120 mètres sur les premières 30 secondes, mais au bout des 6 minutes de 30 secondes, ne parcourt plus que 80 mètres, c'est que l'effort aura mal été géré. L'idée, c'est de rester toujours autour du même ordre d'idée. Et souvent, moi, du coup, je conseille les premières répétitions, quitte à les faire un peu moins vite, à avoir l'impression de se retenir un peu, autant pour bien réguler l'effort sur 30 secondes. Le 30-30, c'est vraiment l'exercice type pour développer les qualités aérobie à haute intensité. Donc, pareil, la première semaine, tu peux faire 2 fois 6 minutes. C'est-à-dire que tu fais 6 minutes de 30-30, 30 secondes vite, 30 secondes lentes, 30 secondes vite, 30 secondes lentes. Et au bout de 6 minutes, tu récupères 2 minutes 30 et tu refais un bloc de 6 minutes. Et pareil, semaine suivante, bloc de 8 et 2 semaines après, bloc de 10. Ça, c'est voilà, on est sur un bon chemin pour développer ces qualités d'endurance aérobie. Donc là, on est sur un joueur ou une joueuse qui se dit, je reprends les tournois dans 6 semaines, c'est ça? Ça, c'est vraiment presque la pré-saison. Même vraiment, je te dirais, c'est la pré-saison. C'est avant vraiment de reprendre l'entraînement pur et dur sur le court et Ok. travailler la technique. Une fois que tu reprends le travail sur court, tu es dans une dynamique de maintien. Ouais. Donc, tu vas rester sur des séances avec de la haute intensité. Donc, ça peut être du 30-30. Après, il y a d'autres variantes. Il y a le 15-15. Ouais. Si tu es un joueur dynamique où il y a un moment, tu veux travailler un peu plus cette donnée-là, tu peux faire sur du 15-15 ou tu peux faire du 45-30, c'est-à-dire 45 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Voilà. Mais l'idée, c'est d'être dans le maintien de tes capacités que tu auras développées préalablement, plus être forcément dans le développement. Donc, du coup, tu n'as pas besoin à chaque fois d'augmenter de manière indéfinie. Si, par exemple, à la fin de ton 3 semaines pré-reprise, tu es arrivé à 2 blocs de 10 minutes en 30-30. Lorsque tu seras en pleine saison, lorsque tu reprends l'entraînement vraiment sur le cours technique, tactique, tu te mets une séance par semaine de 10 minutes de 30-30. Tu n'as même pas besoin de faire 2 fois 10. Tu peux D'accord. aller à 12 si tu veux. Tu Ouais. n'as pas besoin d'augmenter autant la charge puisqu'il y a d'autres choses dans ta semaine d'entraînement qui vont impacter aussi la fatigue et la disponibilité pour ce type de séance. Juste un petit hack. Est-ce que tu aurais, dans ton expérience, une manière de se mettre à l'effort un peu facilement? Je te donne un exemple. Moi, pour me booster, tu vois, là, quand il fait un peu froid, que on a des contraintes horaires avec le couvre-feu et compagnie, le simple fait de me dire, je mets mes pompes, je descends, je marche 5-10 minutes et comme tu disais tout à l'heure, le meilleur démarrage pour un échauffement, c'est vraiment d'aller à vitesse quasiment en marche, quoi. Et je sais qu'en faisant ça, cette démarche-là, ben, je me facilite la voie pour commencer l'entraînement physique. Parce que parfois, je peux me dire, ah non, vas-y, je le ferai demain, et finalement, je décale d'une semaine, 2 semaines, et tu lâches, tu perds pied. Est-ce que toi, tu as une manière de hacker son mental pour s'y mettre? La première manière de le hacker, c'est bien de le prévoir, c'est-à-dire de l'arrêter dans ton programme. Tu vois, Ouais, dans ta semaine, tu te dis tel jour je fais ça. Et yes. et un peu après c'est une question de discipline parce que souvent on parle de motivation. Je veux dire, moi je connais peu d'athlètes, même de haut niveau, en athlète ou autre, qui qu'il pleut ou qu'il fait froid, se disent oh chouette, je vais aller courir dans le froid, ou sous la pluie, ça va être génial. Personne n'aime ça. Après, c'est ta capacité à ne pas te laisser le choix qui fait la différence. Donc déjà, l'acter comme quelque chose, tu vois, ton planning. Après, les gens fonctionnent tous différemment, mais te dire, bah, c'est tel jour, telle heure.
et préparer tes affaires à l'avance. Tu vois, si tu sais que tu es plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à aller sur le reculoir, moi, des fois, aux gens, je leur dis, vous le mettez à côté de votre porte d'entrée, vous préparez votre package, hein, vos chaussures, votre tenue, et elle est à l'entrée. C'est à l'entrée, comme ça. Ah Et oui. voilà. Et comme ça, c'est une manière de partir et vraiment de savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment que quand tu as intégré l'intérêt de la tâche que tu es en train d'accomplir, et ça vaut pour la course comme pour toute autre chose, hein, bah, tu y vas quand même plus facilement, même si tu n'as pas envie. Tu vois, c'est pas courir pour courir, juste aller faire du 30-30 pour ça, c'est parce que moi j'aime le tennis, j'adore ça, c'est ma passion, et le faire bah, va me permettre finalement d'être plus performant, d'être plus à l'aise et de prendre plus de plaisir dans le sport qui est ma véritable passion. Et sans nous vendre du rêve, toi qui as l'expérience, est-ce que tu peux nous donner la différence de sensation entre un gars ou une joueuse qui va avoir sa période de foncier et qui va l'entretenir, la différence de sensation sur le court? Qu'est-ce que le joueur ou la joueuse va ressentir en ayant fait ce travail préalable à l'entraînement et en match? Déjà, tu as la question de fatigabilité. C'est toujours difficile à dire ce mot-là, la fatigabilité. Bref, tu m'as compris. En fait, tu te fatigues moins vite puisque globalement, tu as contribué à renforcer tes capacités cardiovasculaires et musculaires. Donc, plus tu es endurant, plus tu vas être juste techniquement. Tu vas être disponible plus longtemps pour pouvoir finalement tenir ton style de jeu. Et au final, je dirais, plus du coup tu gagnes du temps sur ta capacité à jouer comme tu aimes jouer, bah, là c'est pour moi, on atteint vraiment une question de plaisir. Après, sur les matchs eux-mêmes, bah, si tu te fatigues moins vite que ton adversaire, tu as quand même un avantage qui est un avantage de taille. Il faut bien se dire, parce que moi, je prends souvent exemple, pas pour dire il faut faire comme eux, mais les athlètes, les tennisman, les tenniswomen professionnels, quand ils ont un avantage physique, bah, ça se voit sur le court et tu prends un ascendant sur l'autre. Et s'ils le font, ils aiment pas plus. Il y en a qui aiment le travail physique, mais globalement, ils aiment le tennis avant tout. S'ils pouvaient passer leur journée à faire du tennis, je pense qu'ils le feraient comme tout le monde. Enfin, tous ceux qui sont passionnés de ce sport-là, ils ont compris l'intérêt qu'ils en tiraient pour leur pratique sur le court. Et après, il y a une autre dimension à laquelle moi je crois énormément, c'est la confiance. Alors ça se mesure moins parce que surtout quand tu fais quelque chose que tu aimes moins bien, ou par exemple pour les gens qui seraient moins férus de course à pied et qui y vont et qui finalement ont réussi à se tenir à un programme et se dire bah, franchement c'était pas ma tasse de thé et je suis allé au bout, bah, ça booste la confiance, l'estime de soi. Et quand tu arrives sur un cours avec cette confiance-là et cette estime de soi, bah, c'est aussi plus facile de se dépasser. Tu dis bah ça j'ai réussi à le faire, donc même quelque chose dans mon jeu techniquement qui pouvait me paraître plus difficile, bah, je me suis prouvé sur un autre domaine qui n'était pas forcément un domaine que j'aimais, que je pouvais aller au-delà de ça. Voilà, sur un domaine que j'aime, il y a encore plus de raisons que je sois capable d'y aller. Yes. Merci d'avoir écouté cette première partie avec Fred. Venez nous dire si ce contenu vous plaît en commentaire et avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Allez récupérer votre plan d'entraînement et surtout commencez-le le plus vite possible car je vous garantis que c'est de la bombe. Allez jeter un œil au podcast Dans la tête d'un coureur et si vous aimez, ils ont décliné également avec Dans la tête d'un triathlète et Dans la tête d'un cycliste. Dites-leur que vous venez de la part de Tennis Légende, ça nous fera et ça leur fera plaisir. Voilà, à très vite les marmules de légende et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.